20 000 km d'eau libre séparent l'Iran de la péninsule arabique. Par ce couloir étroit, transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Depuis des décennies, les stratèges militaires de United States, d'Israël et de Saudi Arabia le décrivent comme le point d'étranglement le plus dangereux de la planète. Non pas à cause de sa profondeur ni de sa météo, mais à cause de ce qui se trouve sur sa rive nord, l'une des forces militaires les mieux armées, les plus entraînées et les plus patientes stratégiquement du Moyen-Orient moderne. Imaginons maintenant un scénario, une simulation, un briefing classifié qui commence par un seul ordre crypté transmis depuis Téhéran. En quelques minutes, la ville portuaire de Bandar Abbas passe d'installation navale régionale à ce que les analystes décriraient comme le lancement de missiles balistiques le plus concentré de l'histoire de la guerre moderne. 4000 missiles Zolfaghar pointés simultanément vers la flotte la plus puissante jamais réunie dans le golfe Persique. Ce qui suit n'est pas de la fiction. C'est le résultat logique de décennies de doctrine militaire iranienne, de positionnement stratégique américain et d'un affrontement géopolitique qui se construit depuis plus de 30 ans. C'est exactement le type de scénario qu'on ne peut pas balayer d'un simple titre ou d'une déclaration politique. Il s'agit d'un scénario analytique fictif, construit à partir de capacités vérifiées, de doctrines documentées et de contraintes géographiques et stratégiques réelles. Chaque arme décrite existe. Chaque vulnérabilité analysée est réelle. Le scénario cherche à explorer ce que donnerait réellement le choc entre la doctrine asymétrique iranienne et la projection de puissance américaine centrée sur les porte-avions. Pour comprendre ce scénario, 3 éléments doivent venir en premier: la géographie, la doctrine et les décennies de développement stratégique qui rendent cette hypothèse non seulement possible, mais plausible. Le détroit de Strait of Hormuz est peu profond, avec une profondeur moyenne de seulement 90 mètres. Il est étroit, fermé et suffisamment resserré pour que, dans un scénario d'attaque, la précision importe moins que le volume. Le golfe Persique est ce que les planificateurs militaires appellent discrètement une boîte de mise à mort, une masse d'eau confinée où les contraintes géométriques jouent systématiquement contre les forces navales de surface et en faveur des systèmes de missiles basés à terre. L'Iran et les United States sont enfermés dans ce qu'on peut décrire comme une guerre froide intermittente depuis 1979. Chaque administration américaine, de Jimmy Carter à Joe Biden, a recyclé le même menu stratégique: sanctions, opérations clandestines, frappes limitées et diplomatie fragile. Ce long affrontement a produit côté iranien une doctrine militaire unique dans la région. Elle n'est pas conçue pour une guerre conventionnelle. L'Iran a compris depuis longtemps qu'il ne pouvait pas rivaliser directement avec la puissance militaire américaine, porte-avions contre porte-avions, avion contre avion. Alors il a construit autre chose. Une doctrine de saturation asymétrique. L'idée est simple. Si la plus grande armée du monde ne peut pas être battue de manière conventionnelle, il faut la submerger par le volume, la vitesse et l'exploitation des points d'étranglement géographiques. Là où les avantages de l'un diminuent, ceux de l'autre augmentent. Bandar Abbas devient alors la pièce maîtresse opérationnelle de cette doctrine. Située au point le plus étroit du détroit de Strait of Hormuz, elle sert de quartier général à la marine iranienne et au corps des gardiens de la révolution islamique. Les images satellites de la dernière décennie montrent l'expansion constante des installations souterraines de stockage de missiles tout au long de la côte. Le message adressé au planificateur naval américain est clair. En cas de guerre, le détroit pourrait devenir le piège parfait. Considérons maintenant la position des United States dans les conditions d'ouverture de ce scénario. Un groupe de combat naval n'est pas simplement un navire. C'est un écosystème flottant de puissance militaire. Environ 7500 membres du personnel. Un super porte-avions à propulsion nucléaire. 2 croiseurs lance-missiles guidés, 2 ou 3 destroyers lance-missiles, un sous-marin d'attaque, un navire logistique,
Au total, plus de 40 milliards de dollars en matériel militaire et une valeur stratégique impossible à mesurer. Dans le Golfe Persique, face à une salve massive de missiles iraniens, ce groupe de combat opère pourtant dans un environnement qui maximise les avantages du défenseur et réduit ceux de l'attaquant. Le contexte géopolitique du scénario est explosif. L'effondrement des négociations nucléaires, une série de frappes israéliennes contre l'infrastructure nucléaire iranienne, une pression de représailles croissante des deux côtés, une autorisation militaire limitée du Congrès américain et l'arrivée d'un deuxième groupe naval pour renforcer la 5e flotte américaine pour la première fois depuis 2003. À Téhéran, le Conseil suprême de sécurité nationale se réunit. À Bandar Abbas, les préparatifs opérationnels sont déjà en cours. La phase d'ouverture ne commence ni par une déclaration officielle, ni par un discours. Elle commence par le silence. À 03h47, heure locale. Les opérateurs radars iraniens détectent ce qu'ils identifient comme les formations aériennes combinées de deux groupes de combat américains, entrant dans une zone d'attente opérationnelle au centre du Golfe. Les paquets d'attaque se forment, les avions de guerre électroniques commencent à brouiller la couverture radar iranienne, mais les Iraniens ont passé 20 ans à se préparer exactement à cette signature opérationnelle. La décision est prise. L'ordre n'est pas transmis par radio. Il passe par fibre optique enterrée à 60 mètres sous terre, reliant les complexes de lancement renforcés répartis sur 80 km de littoral et dans les positions montagneuses à l'intérieur des terres. En 4 minutes, la première vague est lancée. Le missile Zolfaghar missile n'est pas un système primitif. Issu de la famille Fateh 110, c'est un missile balistique mobile à propergol solide, guidé avec précision, avec une portée d'environ 700 km et une marge d'erreur d'environ 50 mètres. Chaque missile transporte une ogive de 400 kg. Il atteint une vitesse supérieure à Mach 4 dans sa phase terminale. Sa trajectoire est déprimée, plus basse, plus plate, ce qui réduit drastiquement la fenêtre d'interception du système Aegis Combat System. Selon certaines estimations, moins de 90 secondes. Le propergol solide change tout, contrairement aux missiles à carburant liquide qui nécessitent un ravitaillement long et détectable par satellite. Ceux-ci peuvent être lancés en quelques minutes. Après l'ordre, l'Iran disperse son arsenal entre véhicules mobiles, lanceurs routiers et installations souterraines fixes. Cette mobilité crée le même problème stratégique que celui observé avec les forces de missiles nord-coréennes. Ce qu'on ne peut pas localiser à temps, on ne peut pas le détruire. Le système de guidage terminal représente l'évolution majeure. Les anciennes générations utilisaient surtout la navigation inertielle. Le Zolfaghar missile combine probablement navigation inertielle, GPS et guidage terminal électro-optique. Concrètement, ce n'est plus une arme visant une zone. C'est une arme capable de viser une partie précise d'un navire précis. Maintenant, multipliez cela par 4000. Dans le scénario, l'Iran tire par vagues séquencées, environ 200 missiles toutes les 40 secondes, pendant une fenêtre opérationnelle de 20 minutes. Ce n'est pas aléatoire. C'est une saturation calculée mathématiquement pour épuiser l'inventaire limité d'intercepteurs américains. Un seul destroyer américain de classe Arleigh Burke-class destroyer transporte environ 86 cellules de lancement vertical. Mais ces cellules ne sont pas toutes remplies d'intercepteurs. Elles servent à plusieurs types de missions. Dans une configuration réaliste de combat contre une menace mixte balistique et de croisière, chaque destroyer disposerait entre 40 et 60 intercepteurs. À l'échelle d'une force de 12 bâtiments de surface, cela représente une capacité totale comprise entre 480 et 720 interceptions. Face à 4000 missiles entrants, l'arithmétique devient catastrophique. C'est là tout le principe de la doctrine de saturation. Elle ne cherche pas à vaincre un système défensif isolé. Elle cherche à vider l'inventaire collectif de défense de tout un groupe naval, puis à faire passer le reste. La première vague du scénario cible les destroyers périphériques. En 90 secondes, 3 navires sont frappés presque simultanément. Le premier coule en moins de 12 minutes. Touché au centre du navire. 2 ogives explosent dans les salles des machines.
L'inondation devient incontrôlable. Le deuxième destroyer perd sa propulsion. Ses systèmes d'armes avant sont détruits. Il reste à flot. Mais il est hors combat. Le troisième est frappé près de la passerelle. Le commandant est tué. Le radar principal est neutralisé. Le navire devient aveugle et cesse immédiatement d'être un nœud défensif pour l'ensemble du groupe. Puis arrive la deuxième vague. Cette fois, l'objectif est le cœur même de la puissance américaine, le porte-avions. Un super porte-avions de classe Nimitz-class Aircraft Carrier est conçu pour encaisser des dégâts massifs, mais il n'est pas invulnérable à une attaque balistique concentrée. Les analyses du United States Naval War College et de RAND Corporation ont identifié les zones les plus vulnérables, les systèmes de propulsion, la superstructure de l'île, les câbles d'arrêt et les réservoirs de carburant aviation sous le pont. Avec une précision terminale de 50 mètres, le missile Zolfaghar missile peut viser précisément ces systèmes. Dans ce scénario, le porte-avions reçoit 3 impacts confirmés. Il ne coule pas. Les porte-avions coulent rarement, mais il perd 2 de ses 4 arbres de propulsion. Son ascenseur principal pour avion est détruit. Une rupture dans les conduites de carburant provoque un incendie majeur sous le pont. Le feu met 37 minutes à être maîtrisé. Le navire est neutralisé en moins de 20 minutes. Son aile aérienne est clouée au sol. Toute sa capacité offensive disparaît. Le porte-avions n'a pas été coulé, mais il a été rendu inutile. Et dans une guerre moderne, un porte-avions neutralisé équivaut à une perte stratégique majeure. Pendant ce temps, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique déploie son autre arme, l'essaim. Des centaines de vedettes rapides, lourdement armées, sortent des positions côtières dissimulées le long de la rive nord du Strait of Hormuz. Ces unités ne sont pas décisives seules, mais elles forcent les commandants américains à rediriger leurs armes et intercepteurs vers la menace de surface. Au moment exact où arrivent la deuxième et la troisième vague de missiles, chaque seconde compte. Chaque intercepteur utilisé contre une vedette rapide est un intercepteur de moins contre un missile balistique. Et c'est précisément ainsi que fonctionne la saturation, forcer l'adversaire à choisir et faire en sorte qu'aucun choix ne soit suffisant, soit 85 minutes après le premier lancement. L'évaluation au poste de commandement du United States Central Command au Qatar est brutale. 14 navires confirmés coulés ou neutralisés dans leur mission, 6 autres gravement endommagés. La puissance aérienne américaine au-dessus du Golfe est paralysée, pas détruite, mais incapable d'opérer efficacement depuis un porte-avions incliné, endommagé et encore en feu. Les moyens aériens basés au sol, à Al-Udeid Air Base et à Al-Dafra Air Base, commencent à réagir. Mais sans le soutien essentiel de renseignements et de désignation d'objectifs normalement fournis par les avions embarqués de guerre électronique. Puis vient le point de décision, le moment critique. Environ 13 000 soldats américains stationnés dans des bases avancées à Bahreïn et au Koweït apprennent que Téhéran a autorisé une deuxième vague de frappes visant les installations terrestres fixes. Le général commandant doit choisir. Accepter le risque de perte massive ou préserver ce qu'il reste des forces, une demande conditionnelle de cessez-le-feu est envoyée, présentée officiellement comme une offre d'évacuation humanitaire. L'Iran accepte. Les forces américaines commencent un retrait organisé dans les 6 heures suivantes. Dans ce scénario, cette décision n'est pas présentée comme de la faiblesse, mais comme l'option la moins catastrophique. Le scénario impose aussi une vérité analytique. Le missile Zolfaghar missile a des limites, il est rapide, mais il n'est pas hypersonique au sens strict, contrairement à des systèmes comme le Kh-47M2 Kinzhal russe. Le Zolfaghar suit encore une trajectoire terminale relativement prévisible. Les radars avancés peuvent le suivre. Le système peut théoriquement être intercepté. Le vrai problème n'est pas l'impossibilité de l'intercepter. Le vrai problème, ce sont les mathématiques. 4000 missiles contre un stock limité d'intercepteurs. Même avec un taux de réussite élevé, le stock finit par s'épuiser.
Le système Aegis Combat System reste la plateforme de défense aérienne la plus avancée au monde. Le missile intercepteur RIM-174, standard ARAM, a démontré de vraies capacités contre des cibles balistiques. Mais il a été conçu pour gérer des dizaines de menaces, pas des centaines arrivant en fenêtres compressées, encore moins des milliers. La doctrine iranienne exploite exactement cette limite. Pas avec une technologie supérieure, mais avec du volume, de la dispersion et 30 ans de préparation stratégique. Le résultat n'est pas une victoire propre ni une défaite totale. C'est un choc stratégique et ses conséquences dépassent immédiatement le champ de bataille. La première réaction de Washington dans ce scénario n'est pas militaire, elle est diplomatique. Le premier appel part vers China, pas comme menace, comme urgence stratégique, parce qu'en moins de 48 heures, le marché pétrolier mondial entre en crise. Dans les 48 heures qui suivent la phase d'ouverture du scénario, les marchés pétroliers subissent un choc énergétique inédit depuis 1973. Le baril de Brent dépasse les $240. Les bourses de Tokyo et de Séoul suspendent temporairement les transactions. Les marchés obligataires européens entrent sous forte pression. Les marchés réagissent toujours plus vite que les gouvernements. La réponse de China est soigneusement calibrée. China condamne officiellement la violence des deux côtés. Une déclaration diplomatique classique. Mais derrière cette neutralité apparente, Pékin agit autrement. Elle accélère ses accords énergétiques bilatéraux avec l'Iran et envoie un signal discret à Saudi Arabia. Pékin est prêt à discuter de nouveaux cadres de sécurité régionale ne dépendant plus de la présence militaire américaine. C'est une ouverture stratégique majeure, une opportunité construite patiemment depuis des années. Le scénario crée les conditions. La diplomatie chinoise exploite la fenêtre. La réponse de Russia est plus directe. Russia décrit le résultat comme la conséquence logique de la surextension militaire américaine. Une déclaration qui provoque l'indignation en Occident, mais qui trouve un écho discret dans une grande partie du Sud global. Les entreprises énergétiques russes commencent immédiatement à renégocier leurs contrats de fourniture, car la perturbation du Golfe crée un avantage massif pour le pétrole russe exporté hors de cette zone. Dans le Golfe lui-même, les fractures politiques apparaissent immédiatement. Le Saudi Arabia, les United Arab Emirates et Bahreïn, qui accueillent tous des infrastructures militaires américaines, font face à une question impossible. Leur alliance avec Washington les a-t-elle exposés directement à une catastrophe stratégique? Une réunion d'urgence du Conseil de coopération du Golfe est convoquée à Riyad, mais aucun consensus n'en sort, et ce silence politique en dit long. Le North Atlantic Treaty Organization convoque également une consultation d'urgence sous l'article 4, pas sous l'article 5. La différence est énorme. L'article 4 signifie consultation. L'article 5 signifie guerre collective. Ce choix montre que les alliés européens veulent éviter l'escalade. Germanie et France demandent immédiatement un cessez-le-feu et une médiation via l'United Nations. Le United Kingdom déploie un groupe naval vers la mer Rouge, pas vers le Golfe Persique. Un signal de soutien politique, sans engagement militaire direct. L'histoire ne produit jamais de résolution simple, et ce scénario non plus. 3 trajectoires principales émergent. La première, la négociation. Le choc militaire et économique force Washington à revenir à la table. Des médiateurs comme Oman et le Qatar ouvrent un canal diplomatique. Les forces américaines se retirent partiellement. L'Iran accepte un programme nucléaire supervisé et garantit un accès contrôlé au détroit de Strait of Hormuz. Une architecture régionale nouvelle commence à émerger. La deuxième trajectoire est celle de l'escalade. Les United States, confrontés à leur revers militaire le plus important depuis la Vietnam War, subissent une pression politique intérieure énorme. La réponse devient une campagne aérienne massive, lancée depuis des bases terrestres et des sous-marins. Objectif,
les infrastructures militaires iraniennes, les centres de commandement, les complexes de missiles. L'Iran active alors son réseau régional, au Liban, à travers les Houthis au Yémen, et via les milices chiites en Irak. Le conflit devient régional, et le risque mondial augmente brutalement. La troisième trajectoire est peut-être la plus réaliste historiquement, le conflit prolongé, ambigu. Aucun camp n'atteint pleinement ses objectifs. Les United States subissent un choc stratégique et réputationnel, mais conservent leur supériorité militaire à long terme. L'Iran démontre l'efficacité de sa doctrine asymétrique, mais paie un prix économique colossal et fait face à une pression politique intérieure croissante. Le monde entre alors dans une période de plusieurs années de volatilité énergétique, d'alliances fragmentées et de risques stratégiques accrus. Ce qui reste constant dans les trois scénarios est simple. Le Strait of Hormuz ne sera plus jamais considéré comme un risque routinier. Et la posture stratégique américaine dans le Golfe, construite depuis 1979, ne pourra plus continuer sous sa forme actuelle. Au fond, ce scénario ne parle pas seulement de l'Iran ou des United States. Il expose surtout le choc entre l'architecture militaire du XXe siècle et la réalité stratégique du XXIe siècle. Les United States ont construit leur présence dans le Golfe sur une hypothèse, qu'une supériorité conventionnelle écrasante suffirait à dissuader tout adversaire rationnel. Cette hypothèse a tenu pendant des décennies, mais la dissuasion n'est pas permanente. C'est un calcul, et les calculs changent, surtout lorsqu'un adversaire consacre 30 ans, des centaines de milliards et toute une génération d'ingénieurs à construire exactement les capacités nécessaires pour briser cette dissuasion. Le missile Zolfaghar missile n'est pas un bluff. La doctrine navale iranienne n'est pas un bluff. La géographie du Strait of Hormuz n'est pas un bluff. Les villes souterraines de missiles documentées depuis des années ne sont pas un bluff. Ce sont des capacités réelles, déployées selon une doctrine claire. Le scénario pousse aussi le Pentagone à reconsidérer une question fondamentale. Les groupes aéronavals restent-ils viables dans des espaces maritimes confinés face à une saturation massive de missiles de précision? La réponse n'est pas que les porte-avions sont obsolètes, mais que leur vulnérabilité dans un environnement fermé est réelle et insuffisamment traitée par les stocks actuels d'intercepteurs. La dernière question reste ouverte. La puissance américaine peut-elle s'adapter plus vite que la menace n'évolue? C'est précisément pour cela que de tels scénarios existent. Pas pour prédire l'avenir, mais pour obliger les décideurs à affronter les réalités stratégiques du présent. Parce que dans un monde où les missiles existent réellement, où les doctrines de saturation existent réellement, et où les mathématiques de la guerre sont réelles, comprendre le scénario avant qu'il devienne réel peut faire toute la différence. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce qui pourrait changer l'équilibre mondial, abonne-toi maintenant. Chaque jour, de nouvelles tensions redessinent le monde. Et ici, tu comprends ce qui se passe avant tout le monde.